Euh, Cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Nzapa. Il est camerounais, actuellement au Canada. Il va nous entretenir sur la question de exceller au travail sans sacrifier sa vie de famille. L'idée étant d'apprendre à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle aussi pour réussir notre expérience managériale. Patrick est coach certifié en relations de couple et mindset. Il a également un background de RH. Il va vous parler de lui, peut-être mieux que moi, et il va nous entretenir sur ce sujet qui lui tient à cœur. Et étant quelqu'un qui porte plusieurs casquettes, il a également dû apprendre lui-même à concilier le tout pour avoir une vie de famille et une vie professionnelle épanouie. Patrick, je te donne la parole. Merci Marie-Claire. Écoute, c'est un vrai plaisir de me retrouver ici et de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. J'ai été très ravi de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de fidèles habitués, qui sont là depuis la première heure et qui seront encore là à la dernière heure. C'est un vrai plaisir. Donc, merci et merci de m'associer à cet événement. J'ai écouté par exemple Frédéric William qui a souhaité que cette première édition se reproduise, qu'il y ait d'autres événements l'année prochaine et ainsi de suite. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Et nous avons besoin d'écouter ça, nous avons besoin de vivre ça. Donc, merci encore Marie-Claire d'avoir pris la peine, le temps d'organiser ce sommet. Et nous souhaitons que nos diverses contributions puissent effectivement permettre de créer un impact et d'avancer dans la bonne direction. Avant qu'on ne puisse continuer, je voudrais poser une question. S'il vous plaît, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire, je sais par exemple que je crois que c'était Michel qui parlait de recherche d'emploi. Est-ce qu'il y en a qui travaillent déjà? Je veux un peu voir la tendance, s'il vous plaît. Dans le chat, essayez un peu de me dire si vous êtes chercheur d'emploi ou si vous êtes déjà employé. Est-ce que nous avons beaucoup plus de chercheurs d'emploi ou nous avons beaucoup plus... Vous pouvez le dire dans le chat ou bien lever la main et prendre la parole. Hein. Super. Alvin, elle est employée dans le domaine de la ressource humaine. OK. Alvin est employé RH. Joël travaille aussi, c'est bon. Ah, Jodel, pardon. OK. Rose. Rose aussi travaille. Super. Super intéressant. J'ai voulu commencer. Mélanie aussi travaille. Je suis RH. Je suis employé RH. Super, Mélanie. Très, très bonne chose. Jovial. Super. OK. Ingénieur biologiste dans un hôpital. Responsable au programme. Super. J'ai voulu commencer par là pour voir un peu comment je pouvais orienter la conversation. Et donc, la tendance que vous me permettez de découvrir dans le chat me permet effectivement de m'organiser dans ce sens-là. Donc, comme Marie-Claire l'a annoncé tout à l'heure, nous allons parler de exceller au travail sans sacrifier sa vie de famille. Et ça nous ramène à l'esprit cette idée de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est un sujet suffisamment important, suffisamment intéressant, surtout quand on travaille. Okay? Je vois des recruteurs, je vois des responsables de programmes, je vois des ingénieurs et bien d'autres, employés RH et tout ça. On est très souvent comme pris, entre guillemets, au piège entre son boulot et sa famille. On est au boulot, mais on se préoccupe de comment ça se passe à la maison. Et quand on est à la maison, on se préoccupe de comment ça se passe à
au boulot. Oui, merci Marie-Claire, ils sont tous des managers. Merci, merci, c'est une bonne précision. Donc, ce que nous allons essayer de discuter aujourd'hui, c'est ce thème-là pour voir comment est-ce qu'en tant que manager, on peut se mettre en mission pour non seulement être une valeur ajoutée pour son entreprise, mais aussi une valeur ajoutée pour ces personnes qui partagent notre quotidien. Et donc, nous allons voir 3 différents points qui peuvent justement nous permettre dans ce sens. Dans cette présentation aura 3 promesses. La première promesse, c'est de dire qu'il faut avoir une vision. La deuxième promesse, c'est de dire qu'il faut de la discipline. Et la troisième, c'est de créer un système de soutien qui nous permet justement d'avancer dans la bonne direction. Mais avant d'aller un peu plus loin, Marie-Claire a pris la peine de signaler quelques points sur moi au départ. Je vais revenir un peu pour dire que ça fait près de 20 ans que je travaille dans le domaine des relations humaines, de façon générale. Mais si je veux aller un peu plus en particulier, un peu plus de 15 ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines, j'ai notamment pu travailler dans des multinationales au Cameroun, comme la Société anonyme de brasserie du Cameroun, et ici au Canada pour d'autres entreprises en tant que recruteur aussi. Donc, ça m'a fait sourire quand j'ai vu Selou qui a dit qu'il est recruteur. Je dis, ah, voilà un collègue recruteur. Donc, voilà un peu en termes de background pour les ressources humaines. Et entre-temps, cette expérience m'a permis de faire la transition vers le coaching, parce que je sens cet appel, cette attraction-là, j'ai finalement décidé de transiter. Et j'ai donc choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des hommes et des femmes qui veulent pouvoir exceller au travail sans justement sacrifier leur vie de couple. Ou encore ces personnes qui ont des questions de comment est-ce que je peux passer d'une vie, comment est-ce que je peux passer de cette situation où je suis en couple, mais j'ai l'impression qu'on est devenu incompatible. Comment est-ce que je peux résoudre cette situation pour créer un climat d'irrésistibilité entre les partenaires. Bref, voilà un peu comment je me suis organisé dans ma vie, voilà ce que je fais au quotidien. Mais je voudrais justement, par rapport au thème que nous avons aujourd'hui, raconter une petite histoire. Et elle a trait à mon passage aux brasseries du Cameroun. Je me souviens de ce jour où on devait travailler sur le budget, parce que j'ai travaillé pour l'usine de Douala. Et justement, il fallait en fin d'année préparer le budget de l'usine. Et le service des ressources humaines faisant partie de l'usine, nous devions aussi préparer un budget pour inclure dans le budget général de l'usine. Donc, on a commencé à travailler sur le budget pendant la journée. Et parce qu'on n'a pas véritablement préparé les éléments qu'il fallait, ça a pris un peu plus de temps que prévu. La journée de travail finissait généralement entre 17h et 18h. Mais après 17h, on était là. On continuait de travailler. Et pendant que le bureau se vidait, je suis resté. Le chef de service est resté et un autre collègue est resté. 19h, on est encore là. 20h, on est encore là. 21h, on est encore là. 22h, on est encore là. À 23h, j'ai dit non, je dois m'arrêter là, je dois rentrer. Et mon chef de service, lui, il n'est pas content. Il n'est pas content de ce que je dois partir en ce moment-là où ils sont en train de travailler sur quelque chose de super important. Or, à la maison, j'ai mon épouse qui m'attend. À la maison, j'ai ma fille qui m'attend. Qu'est-ce que je fais? Et vous savez, quand on n'est pas encore rentré, elles ne sont pas tranquilles, nos épouses. Elles ne savent pas ce qui se passe. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va rentrer? À quel moment il va rentrer? Son repas est là. Est-ce que je le garde au chaud? Est-ce que je le mets au frigo? Et ainsi de suite. Un ensemble de questions qui passent dans leur esprit. Donc, je décide de rentrer et ça ne l'arrange pas. Et quand je reviens le lendemain, je me rends compte qu'ils ont finalement passé la nuit au bureau. OK. Donc, je raconte cette petite histoire simplement pour dire que très souvent, on a ce genre de situation-là et on se culpabilise.
Allô? Qu'est-ce qui Oui, se... on t'écoute. Je vous ai perdu là. Pardon, un instant. Ah, d'accord. C'est mon écran qui m'a lâché. OK. Donc, parfois, on est dans cette situation où on se culpabilise. C'est pour ça que je trouve que ce thème va nous permettre justement d'avoir des outils qui nous permettent de prendre la bonne décision. Parce que moi, particulièrement, ma fille, elle avait encore, à l'époque, je crois, 2 ans. Et à chaque fois, elle attendait que je rentre. Et je rentrais environ de 21h, 22h chaque jour de lundi au vendredi. Et elle attendait que je rentre. Dès que je rentre, elle me voit, c'est là qu'elle s'endort. Donc, vous voyez comment est-ce que elle a besoin de me voir. Elle a besoin de sentir ma présence à la maison. Et elle fait ce sacrifice, même à son âge, ce sacrifice extra d'attendre de me voir pour pouvoir passer à autre chose. Okay? Et je me souviens même que quand on a eu le visa pour venir au Canada, mon épouse m'a dit, j'espère qu'enfin, je pourrai te voir à la maison à 17h ou à 18h. Donc, ces questions sont des questions très, très importantes. Ce sont les questions auxquelles il faut réfléchir et apporter des solutions. Je voudrais vous titiller un peu dans le chat, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive très souvent de prolonger vos heures de travail, d'aller au-delà de l'heure prévue, peut-être 17h ou 18h, vous vous retrouvez 1 heure ou 2 heures plus tard, encore au boulot? Faites-moi savoir dans le chat. Oh oui, plusieurs fois. Oui, Ouais. Mélanie. Allô? Oui, plusieurs fois. Oui. On rentre tard du bureau. Ça arrive, ça arrive. Super, super. Alors, donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui arrive. Ah, écoutez, Jodel qui nous dit plusieurs fois et parfois même 3 heures après. 3 heures après. Alors, il y a, je ne sais pas si Banazi est le prénom ou le nom, pardon, si je ne prononce pas bien, mais c'est très rare de son côté. Donc, voilà quelqu'un qui a déjà une astuce très importante. Donc, l'histoire que je vous ai racontée par rapport à mon passage au brasserie du Cameroun m'a enseigné les 3 leçons que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une vision, avoir de la discipline et avoir un système de soutien. Allons-y directement, engageons avec la vision. Oh, vraiment très rare maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Merci Marie-Claire. Alors, donc, pourquoi je parle de vision ici? Je parle de vision parce que c'est une espèce de GPS que nous avons et c'est elle qui va déterminer la direction que nous allons prendre. Et je suis sûr que si on interroge ou Marie-Claire ou Bamazi, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bien précis qui a été décidé à un moment bien précis et qui a permis justement de décider de la direction qu'on va prendre. Et quand je fais allusion à vision ici, je vois d'abord V comme valeur. Donc, dans vision, je vois la valeur. Quelles sont nos valeurs? Parce que souvent, on est balancé à gauche ou à droite. On fait ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent, peut-être parce qu'on n'est pas en phase avec nos propres valeurs. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Okay? Et l'une des choses qu'il est aussi nécessaire de comprendre, c'est que sa vie professionnelle doit être construite autour de sa vie personnelle, autour des rêves qu'on veut réaliser, autour de la mission qu'on veut développer dans la vie. Donc, la vie professionnelle est au service de cette vie privée-là. Donc, quelles sont nos valeurs? Moi, particulièrement, j'en ai 3. J'ai la famille, j'ai l'authenticité et j'ai la contribution. Donc, si je suis dans une situation où je dois choisir entre m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille et m'occuper d'autres choses, très facilement, la décision est prise parce que je sais qu'est-ce qui est important pour moi. Oui, je sais que dans certaines situations aussi, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, il me faut gagner ma vie,
il faut que j'ai de l'argent pour m'occuper de ces personnes, de ma femme, ou bien de mon mari, ou bien de mes enfants. Oui, ça paraît très souvent comme un dilemme. Mais quand on s'inscrit vraiment dans cette logique de découvrir quelles sont ces valeurs et d'essayer autant que faire se peut de respecter ces valeurs-là, on commence à avoir un peu plus de clarté. On commence à avoir le courage de dire non à certaines choses. Et c'est ça aussi qui fait son authenticité, être capable de dire, voici ce pourquoi je me bats. Voici les éléments qui sont pour moi des éléments incontournables et que je veux pouvoir respecter tout le temps. Donc, la première chose dans la vision que l'on crée, c'est d'avoir ces valeurs qui nous donnent le chemin à suivre. La deuxième chose que je voudrais aborder dans la vision, et l'une des leçons que j'ai retenues de cette histoire que je vous ai racontée, c'est être illogique. Donc, le I ici de la vision, c'est être illogique. Et donc, quand je parle d'être illogique, je veux dire être capable de nager à contre-courant. Parce que travailler jusque très tard dans la journée ou bien dans la nuit, c'est ça le quotidien. C'est ce qui arrive tous les jours et on a pu le constater dans le chat. Ça devient comme quelque chose de normal de pouvoir être au boulot à cette heure-là. Quand moi j'ai décidé de quitter le boulot à 23 heures, il s'est fâché parce que lui, il dormait au boulot. Il dormait au boulot et donc pour lui, c'était tout à fait normal qu'on puisse rester au boulot jusque très tard dans la nuit. Pour lui, c'était tout à fait normal. Donc, il faut avoir, il faut accepter d'entrer dans cette peau et de vivre j'ai envie de dire, d'être illogique. C'est-à-dire de ne pas forcément nager à contre-courant, de faire ce que les autres ne font pas. Et ça nous permet justement de créer un environnement qui nous donne d'être non seulement performant au bureau, mais aussi performant à la maison, parce qu'on va le voir un peu plus loin. L'énergie que l'on crée à la maison, l'ambiance que l'on crée à la maison vient nourrir notre performance au boulot et on devient donc capable d'être une source d'inspiration pour les personnes avec lesquelles nous travaillons, pour notre équipe, et même parfois même pour nos clients. Donc, être capable de faire de sa famille sa priorité numéro un n'est pas synonyme d'oublier le rôle ou la mission qu'on a joué en tant que cadre ou manager en entreprise. Bien au contraire, c'est parce qu'on veut être performant de ce point de vue-là, c'est parce qu'on veut être excellent de ce point de vue qu'on est en train de se soucier de cette base, de cette fondation qu'est la famille. Donc, organiser son temps, organiser son énergie autour de cette priorité que sa famille nous permet justement d'avancer dans la bonne direction. Donc, en parlant de vision, on a vu la valeur, on a vu le fait d'être illogique. Il faut aussi être spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut créer comme image? Quel style de vie on veut vivre? Et c'est quand on définit ce style de vie-là qu'on choisit même l'emploi qui nous permet de réaliser ce rêve. Parce que si on a un rêve qui nous pousse dans une certaine direction de la vie, il faudrait bien que le travail que l'on va accepter de prendre puisse nous permettre de réaliser ce rêve-là. Okay? Il y a par exemple des rêves qui sont tels qu'il nous faut travailler à partir de la maison. Donc, si on nous offre un travail où on doit chaque jour sortir, aller au boulot, ça devient un problème. Okay? Si, par exemple, je suis un papa et puis je dis, je veux m'occuper de l'éducation de mes enfants. Surtout de ce côté, si on a la possibilité de faire l'école à domicile et de choisir si l'enfant va aller dans une école en classe ou à la maison, je peux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être l'acteur principal de l'éducation de mes enfants. Je veux être présent. Je veux pouvoir chaque jour travailler avec eux. Donc, ça veut dire que si on m'offre un travail qui m'oblige à conduire chaque jour, aller dans un bureau, pour moi, ça ne marche pas. Parce que du coup, je n'ai plus la possibilité d'être présent et d'être l'acteur principal que je voudrais être dans l'éducation de mes enfants. Donc, créer cette image spécifique-là
nous donne aussi la possibilité de savoir ce à quoi on va dire oui et ce à quoi on va dire non. Parce qu'il faut se rassurer en fin de compte qu'il y a un alignement entre ce qu'on veut faire et l'image que l'on a créée. Donc, dans notre vision, on a la valeur, on a illogique, on a spécifique et on a inspiration. Inspiration, pourquoi? Parce que on peut avoir très souvent tendance à faire ce que les autres font. Et c'est pour ça que dans mes valeurs, être authentique est quelque chose de suffisamment important parce que je ne veux pas faire les choses par rapport à ce que les autres font, mais je veux faire les choses par rapport à moi, par rapport à mon alignement interne. Et c'est suffisamment important. Okay? Tout le monde reste au bureau, alors je reste au bureau. Et ça devient, pardon, et ça devient un problème. Donc, avoir cette inspiration-là, pouvoir faire ce qui est aligné avec nous-mêmes, pouvoir suivre notre propre intuition, parce qu'au plus profond de nous, on sait ce qui est bien, même parfois quand on fait ce qui est mal, on sait ce qui est bien, mais parce qu'on veut faire plaisir aux gens, parce qu'on veut impressionner les gens, et surtout quand on vit dans un contexte où la sécurité de l'emploi, entre guillemets, peut être compromise si on se comporte d'une façon ou d'une autre. On veut tout faire pour impressionner. On veut tout faire pour rester dans le cadre parce qu'on se dit, si je ne le fais pas, je peux perdre mon emploi. Donc, suivre cette inspiration-là aussi nous permet de créer cet environnement où on peut justement exceller sans sacrifier sa famille. Donc, on a vu la valeur, on a vu l'illogique, on a vu le spécifique, on a vu l'inspiration. Voyons maintenant l'obsession dans la vision. C'est-à-dire que quand je parle d'obsession ici, je parle d'obsession au sens noble. On n'a pas de plan B. Parce qu'on se dit, moi, mon objectif, c'est de prioriser ma famille. Alors, tout ce qui arrive et ne me permet pas d'atteindre cet objectif-là, je ne le prends pas. Donc, je vais toujours me battre pour créer la condition, les conditions ou l'environnement qui me permet d'exceller dans ce sens-là. Donc, si je suis au travail, mon objectif, c'est de pouvoir me concentrer et de rendre d'apporter le résultat qui est attendu de moi, d'être performant tel que c'est attendu de moi pour pouvoir être une valeur ajoutée pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Okay? Donc, il faut avoir cette obsession-là qui nous pousse à toujours chercher une meilleure solution pour vivre épanoui à la maison et performant au travail. Le dernier élément de la vision que je voudrais prendre ici, c'est avoir que ce soit notable, que ce soit visible, justement, puisque c'est une vision, il faut qu'on puisse voir ça, il faut qu'on puisse noter ça. Et être capable de noter ça, c'est être capable de... Ça passe par les petites actions du quotidien. Ça passe par ce qu'on fait chaque jour pour que cette vision prenne vie. Okay? Il faut que ce soit visible. Il faut qu'on sache que oui, cette personne a quelque chose de particulier. Il faut qu'on voit ça. Et c'est suffisamment important. Donc, la première leçon, c'est avoir une vision, avoir cet élément qui nous permet d'avoir une espèce de GPS pour avancer dans la bonne direction. La deuxième leçon que je voudrais aborder ici, c'est avoir de la discipline. Je viens de le dire, c'est parfois comme si on nageait à contre-courant quand on décide d'avoir cette vision-là avec tous les éléments qu'on a cités. Parce que tout le monde fait autrement et nous, on veut faire d'une autre façon. Il faut avoir de la discipline. Okay? Parce que nager à contre-courant va impliquer beaucoup de résistance. De notre part même, parce qu'on a grandi dans cet environnement, mais aussi de la part des autres. Les gens vont nous dire, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Que tu connais mieux que les autres et ainsi de suite. Donc, ça va créer cette divergence-là et on aura l'impression qu'on est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et ça devient un problème. Donc, du coup, il faut de la discipline. Il faut comprendre que chaque petite action compte. Chaque coup de fil qu'on refuse de prendre après les heures de travail compte. Parce que ça crée une nouvelle façon de faire, ça crée une nouvelle façon de vivre qui va permettre qu'effectivement, on s'inscrive
progressivement dans cette logique de conciliation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle. Et il faut être patient. Il faut être patient parce que ça ne va pas s'installer d'entrée de jeu. Okay? Si on a passé des années à vivre d'une certaine façon, il faut aussi se donner le temps qu'il faut pour corriger et installer une nouvelle façon de faire. Il faut être patient non seulement avec nous-mêmes, mais il faut aussi être patient envers les autres parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre ce qu'on veut faire. Ils ne seront pas forcément d'accord avec ce qu'on a envie de faire. Donc, pouvoir avoir cette patience-là envers nous et envers les autres permet justement que progressivement, on puisse créer cette situation où on a non seulement développé cette discipline, mais on a pu faire passer un message important à toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et parfois aussi, cette discipline passe aussi par une certaine gestion du stress parce que notre travail au quotidien nous stresse. Okay? Et quand on est dans une situation, dans un poste, on a une équipe à gérer, on a des résultats à atteindre, où on a déjà un certain stress qui vient avec ces responsabilités-là. Si je pars de mon boulot le soir avec un stress de niveau 6 et que j'arrive à la maison et la situation à la maison aussi n'est pas favorable, je vais peut-être trouver un autre stress peut-être de niveau 3. Ce qui fait que le matin, quand je repars pour le boulot, je repars avec un stress de niveau 9 ou de niveau 10. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit dans cette logique-là de stress permanent et autres, et ça devient vraiment, vraiment difficile. Donc, la discipline qu'on a instaurée ici, c'est de comprendre qu'il faut de la patience et que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça pourra marcher demain et on avance progressivement vers la destination qu'on veut, qu'on va atteindre. Donc, j'ai parlé déjà de 2 leçons. La troisième leçon que je voudrais aborder ici, c'est avoir un système de soutien. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un système de soutien? Parce que ce qu'on a l'intention de faire sort un peu de l'extraordinaire, comme dit Marie-Claire, be extraordinary. On sort un peu de l'extraordinaire. On ne fait pas ce que tout le monde est en train de faire. Donc, du coup, il est important d'avoir un système de soutien. Et par système de soutien, je veux faire allusion, par exemple, à créer une routine qui nous permet de mettre en place ce système-là. Okay? Par exemple, avoir dans son calendrier des moments précis, de savoir que de telle heure à telle heure, c'est mon heure, c'est l'heure de la famille, c'est l'heure à laquelle je suis avec mes enfants, c'est l'heure à laquelle je dois discuter avec mon époux ou mon épouse. Okay? Et être capable de dire après l'heure du travail, je ne réponds pas à mes emails, je ne reçois pas d'appels téléphoniques. Et quand je parlais tout à l'heure d'être patient et autres, c'est important parce que quand les gens vont se rendre compte que vous ne faites pas ça, au départ, il y aura de la résistance. Ça peut être une résistance qui vient de votre employeur. Ça peut être une résistance qui vient de vos collègues. Okay? Et ça peut vous créer d'autres problèmes. Mais il faut être courageux, il faut être fort parce que c'est en démontrant aux gens qu'est-ce qui est important pour vous qu'ils vont comprendre ce qui est important pour vous et vous aider à y arriver. Si vous laissez la porte ouverte, effectivement, à 20h, à 21h, à 22h, on va vous appeler. Mais si vous faites comprendre que non, à ce moment-ci, voici ce qui est important pour moi, ça permet effectivement de tracer les frontières. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans le chat, il y a des gens qui sont encore à la recherche de l'emploi. Et les opportunités, les occasions de recrutement, les interviews que vous avez sont aussi des opportunités de faire savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous acceptez ce boulot, il y a des priorités aussi. Si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, il faut bien qu'ils sachent ça. Parce que ce n'est pas 6 mois plus tard qu'ils vont découvrir. Et puis, lorsque vous voulez prendre du temps pour vous et votre famille, quand vous dites que non, ce n'est pas possible. Donc, avoir cette transparence-là aussi permet effectivement d'entrer dans cette logique où on crée cette routine, où on avance dans la bonne direction. Alors, un autre point que je voudrais aussi aborder dans la création d'un système, c'est de se faire accompagner.
Ou peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour dire ça parce que je suis coach et ça peut sembler à une invitation de vente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir se faire accompagner. Pas forcément par un coach, mais vous pouvez avoir un mentor, vous pouvez avoir quelqu'un en entreprise qui, de temps en temps, échange avec vous et vous permet de voir les choses autrement. Vous pouvez avoir un modèle, peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a réussi. Par exemple, Marie-Claire qui dit que ça arrive très rarement qu'elle passe des heures extra au boulot. Donc, vous prenez quelqu'un comme ça, vous essayez de discuter avec la personne. Comment est-ce que tu es arrivé? Quelles ont été tes difficultés? Quels ont été tes challenges? Comment est-ce que tu as fait pour t'imposer et faire qu'après une certaine heure, que les questions relatives au travail ne se représentent plus? Comment est-ce que ça a été au début et comment est-ce que tu as continué? Donc, avoir ce système-là permet justement de créer un environnement favorable. Alors, je voudrais prendre un peu la température dans le chat. OK? Est-ce qu'on est toujours en phase? Vous pouvez l'exprimer dans le chat ou bien lever la main si vous avez des questions, si vous avez des contributions, des exemples à apporter. C'est bon. OK, le rythme est bon. Alors, super. Je veux juste me rassurer qu'on est en face et c'est bien. Donc, on va d'un moment à l'autre. Il y a quelqu'un qui demande le haut de vision, pardon. Le haut de vision, c'est l'obsession. L'obsession dans le sens noble du terme. Dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on avance, on n'a pas de plan B. On veut absolument réussir ce qu'on a. Parfait. Je suis très content de voir tous ces mouvements dans le chat. Ça me fait plaisir. Donc, le thème que nous avons choisi d'aborder. Oui, oui, Marie-Claire. Je vais te couper un instant. Le N de vision, c'était quoi? Le N à la fin, c'est notable. Notable. D'accord. Comme pour dire visible. Oui. D'accord. Donc, bon. ce thème nous permet justement d'aborder les trois éléments que nous avons vus. C'est-à-dire que pour pouvoir exceller au travail sans sacrifier sa famille, il faut avoir cette vision-là. OK? Il faut avoir de la discipline et il faut avoir un système de soutien. Je suis content que les gens me demandent le O c'était quoi, le L c'était quoi et ainsi de suite. Alors la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est lequel de ces trois éléments appelle une action immédiate de votre part? Est-ce que c'est la création de la vision? Est-ce que c'est la création de cette discipline? Ou alors c'est la création d'un système de soutien? Lequel de ces trois éléments appelle une action immédiate de votre part? À vos claviers. Ou alors, ouvrez le micro et je suis comme ça en train de transiter vers la Levez phase la main, d'intervention. vous pouvez parler. Vous levez la main, comme ça, on passe aux gens qui veulent parler. Esti parle de la discipline. Dans le chat. C'est Lou, tu peux prendre la parole. Et oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour cette vraiment présentation super intéressante. Surtout pour moi qui a déclaré dans le chat que je suis tout le temps en dehors des horaires de travail. Bon, c'est vrai que c'est aussi dû au contexte du travail que je ne veux pas revenir ici. Pour moi, en fait, les trois en fait, doivent aller ensemble. Les trois, si vraiment je m'engage tout de suite à adhérer à ça et à travailler pour concilier cette vie privée, mais aussi cette vie au travail, pour moi, les trois doivent aller ensemble. Parce que si aujourd'hui, je décide seulement de travailler sur la vision, et peut-être un mois après, je vais commencer sur peut-être le second point pardon, le second point, c'était quoi? Voilà, la discipline. Donc, du coup, à un moment donné, je risque de lâcher un. Donc, pour moi, on doit aller avec les trois, avec un engagement très fort. Et surtout, le point qui m'a beaucoup marqué, c'est l'authenticité. Donc, elle doit être de mise en tout temps et en toutes circonstances. Merci. Merci, Célou. Merci, Célou. Je voudrais, puisqu'on a déjà progressivement transité vers la phase des questions et réponses, je voudrais rebondir un peu sur ce que Célou vient de dire, pour dire que
il est possible que mettre les trois ensemble, ça peut être exaltant, ça peut être excitant de faire ça. Il y a aussi la possibilité de se sentir un peu comme, le mot me vient en anglais, overwhelmed. Marie, tu peux m'aider à traduire là? Comment on dit encore overwhelmed en français? Overwhelmed, un peu débordé. Débordé, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ai une stratégie que j'utilise très souvent. Et je l'ai fait, par exemple, pour mes objectifs cette année-ci. Parce que très souvent, j'avais beaucoup d'objectifs à atteindre et ça allait dans tous les sens. Ça me fatiguait, ça m'épuisait. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? La résolution que j'ai prise, c'est de dire, pour le mois de janvier, par exemple, quelle est la seule chose que si je fais, mon mois est magnifique? C'est-à-dire que si je devais choisir une seule chose à faire en janvier, quelle serait-elle? Et ça me permet d'être vraiment focus sur une chose bien précise. Je donne toutes mes forces, mon énergie, mon attention sur cette chose-là. Et j'avance. Et quand j'ai fini avec ça, je passe à autre chose. Chaque petite action compte. On ne le voit pas d'entrée de jeu, mais chaque petite action compte. Lorsqu'on change un point, et c'est pour ça que j'ai parlé d'avoir un système. Parce que c'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent. Donc, si tu bouges un petit élément à gauche, ça va avoir une influence sur l'élément à droite. Donc, que tu modifies un peu. À une époque de ma vie, je criais trop après mes enfants. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Je ne veux plus faire ça. Et je me suis donné un challenge. Et chaque jour, mon objectif, c'était de dire, aujourd'hui, ma priorité, c'est de ne pas crier après les enfants. Si j'ai quelque chose à dire, je me calme et je le dis posément. Et ça a eu un effet sur bien d'autres choses dans ma relation avec les enfants et avec mon épouse et même avec les autres personnes en dehors de la famille. Donc, chaque petite action compte. C'est pour ça que j'ai demandé quelle est la première chose qui pourrait attirer votre attention. Et c'est vrai qu'il faut voir les trois en termes de système et sortir de là et se dire, s'il faut changer quelque chose dès maintenant, qu'est-ce que ce serait? Donc, merci encore, Selou, pour le partage. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie-Claire? Je crois que tu vas coordonner ça. On a Michel qui est en train de lever la main et Alvin qui a dit dans le chat, pour moi, c'est la création d'un système de soutien. Je commence à m'autodiscipliner. Absolument. Michel, tu peux prendre la parole. Ok, merci beaucoup. Pour moi, j'ai dit c'est la vision. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas un objectif, parce qu'une vision, c'est comme un objectif, c'est comme un but à atteindre. Quand tu n'as pas un but à atteindre, tu ne pourras pas être autodiscipliné, quel que soit ce qui va arriver. Tu vas faire les efforts, mais tu ne seras pas autodiscipliné. Même si tu fais sport physique, psychologiquement, ça ne sera pas atteint parce que tu n'as pas un objectif que tu vises déjà dès le départ. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est d'abord la vision. Après cette vision, puisque dans la vision, M. Patrick a beaucoup détaillé sur peut-être, il faut défendre ce que quand tu es spécifique, tu dois défendre la cause pour laquelle tu es en train de dire que non, je ne veux plus rentrer tard. Et ça se voit un peu déjà en société, en structure. Et pour cela, si tu ne dis pas que je ne peux pas, je ne vais plus rentrer tard, tu ne pourras pas être autodiscipliné, tu ne pourras pas créer le système de soutien. Merci. Merci, Assis. Merci beaucoup. Je vois la main de Alvin. Estelle, tu peux prendre la parole. Et merci, Marie-Claire. Moi, j'avais pris d'abord la discipline. Je me suis mis sur la discipline. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une vision. C'est que, par exemple, quand tu as un objectif à atteindre, c'est normal que tu aies une vision. Mais si tu n'es pas discipliné, cette vision, elle est floue parce que c'est vrai que ça a été élaboré, mais quand ce n'est pas encore mis en application, avec la discipline que toi-même, tu t'auto-infliges. Tu ne peux pas vraiment avoir un réel système pour pouvoir contrôler cette vision pour y atteindre. Donc, raison pour laquelle je me dis, il faut d'abord taper d'abord sur la discipline, parce qu'en se disciplinant, il y a beaucoup de choses que tu mets en place avec ton système
de soutien pour pouvoir atteindre la vision que tu t'es fixée. Merci. Merci, Annecy. Merci, c'est très sage. Merci. Alvin. Oui, ok. En fait, c'était juste pour faire un peu un partage d'expérience par rapport à notre frère qui disait tout à l'heure qu'il pensait que les trois allaient ensemble. En fait, pour dire, dans aucun cas, parfois, lorsque tu veux mettre les trois ensemble, ça peut être même comme un handicap. Parce que tu vas voir souvent. Parfois, on a besoin d'intégrer la vision et juste intégrer la vision pour nous prendre assez de temps en termes de valeurs, parce que j'ai vu la veille des valeurs tout à l'heure. Et pour mon cas, en fait, avant d'arriver à l'autodiscipline où je suis, c'est un travail que je le fais depuis plus d'1 an. J'ai juste travaillé sur la vision. Déjà, pouvoir rester, même si je reste au travail à 17h30, je sais déjà que ce qui est prioritaire, c'est la famille. Ça veut dire qu'à tout moment, même si le travail est urgent et qu'il y a un appel de la maison, je peux prendre avant, peut-être il faudrait que je stoppe à 17h30 et tout. Mais par contre, si parfois on veut tout prendre à la fois, à un certain moment, on peut trouver ça trop grand et puis à un certain moment, on se dit non et on reporte toujours à demain et puis on se retrouve qu'on est toujours au même niveau. Donc, je me dis parfois, il faut aller pas à pas, comme on dit, parfois ce sont des... Allô, Alvin? Ah, elle revient là. Alvin? Oui, j'ai vraiment la connexion dérangeait. Donc, je dis, en fait, c'est plus cette contribution-là que je voulais apporter. Merci, Alvin. Faire les petits pas, c'est très important. Ça nous permet de progresser sans avoir l'impression de faire des efforts. Michel, tu as encore levé la main? Oui, je voulais un peu parler de l'autodiscipline. C'est vrai, tu peux t'autodiscipliner, mais l'environnement ne te permet pas si tu n'as pas l'objectif à atteindre. C'est pour cela que moi, je dis que je proposerais la vision. Parce que quand tu peux t'autodiscipliner, tu dis, bon, je vais rentrer à 17h, c'est l'heure de fermeture. Maintenant, à ce moment, une autre urgence arrive. Et il faut le faire. Comme M. Patrick a dit tout à l'heure, il fallait qu'il travaille jusqu'à 23h. Les autres sont partis. Il est resté là à travailler. Mais comme s'il n'a pas la vision de savoir, ah, j'ai une famille à la maison, qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut que je rentre. Vous voyez un peu. Or, s'il n'a pas cette vision, il va rester aussi tard que son chef, parce que son chef hiérarchique est là. Il est en train de le contrôler. Et maintenant, lui, il a peut-être peur et il dit, ah, mais maintenant, il y a une vision, il dit, monsieur, j'ai ma famille, donc je dois prendre soin et tout ce qui va avec. Et c'est là qu'on le laisse. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, je proposerais plutôt la vision par rapport à l'autodiscipline. Merci. Merci beaucoup, Michel. Tu as parfaitement raison. Et en fait, je crois que vous êtes en train de dire la même chose. Parce que tu demandes que la personne crée d'abord une vision avant de commencer à dire qu'elle va s'autodiscipliner et c'est parfaitement normal. Et ce qu'Alvin dit, c'est qu'elle est en train de travailler, elle commence à s'autodiscipliner maintenant et elle pense à créer un système de soutien parce que ça lui a pris 1 an déjà pour développer déjà d'abord sa vision et être au clair avec. Donc, je crois que vous dites la même chose. C'est juste qu'elle est déjà à une autre étape. Elle n'est plus à l'étape de créer une vision parce qu'elle a déjà créé et intégré. Merci Marie-Claire. Et le point que tu signales me donne envie de faire une petite précision aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous n'avons pas les mêmes priorités actuellement. C'est-à-dire que pour certains, il faut absolument que j'ai d'abord une vision. Mais il y en a qui ont déjà la vision et qui veulent passer à autre chose. Il y en a qui ont déjà la vision, qui ont déjà la discipline, mais qui ont plutôt besoin d'un système de soutien et ainsi de suite. Donc, il s'agit de se demander par rapport à ma situation actuelle. Un peu comme quand on utilise le GPS, pour ceux qui utilisent le GPS, pour savoir où tu vas, tu commences par là où tu es. Ta situation actuelle, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de vision. OK. Premier pas, je crée la vision. Et quand j'ai créé la vision, je passe à autre chose. Et je préfère dire ça aussi parce que très souvent, comme on est bombardé avec les informations sur les réseaux sociaux et tout ça, parfois on reçoit des messages et on a l'impression qu'il faut faire exactement ce que cette personne est en train de dire
alors que cette personne raconte son histoire au niveau où elle est, avec ses réalités, avec ses bagages et autres. On n'a pas forcément les mêmes bagages, on n'a pas forcément les mêmes réalités. Donc, il faut prendre ces informations et les adapter à la situation ou bien au lieu où l'on est pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Sinon, on devient des copies-copier, des copies conformes des autres et l'authenticité tombe à l'eau. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui. On n'a pas d'autres dans le chat. Mais si quelqu'un a envie de prendre la parole, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Mais moi, j'avais une question, Patrick. Oui. En tant que manager, je suis responsable d'une équipe. Nous sommes tous responsables d'équipe là. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que ton équipe concilie bien leur vie personnelle et leur vie professionnelle? Quels sont les systèmes que tu mets en place? Quelles sont les activités que tu mets en place ou les programmes que tu mets en place pour t'assurer que tes collaborateurs donnent autant d'importance à leur vie personnelle qu'au travail et qu'ils ne passent pas des heures extra tout le temps au travail? Comment est-ce que tu le fais? Très bonne question, Marie-Claire. Tu me donnes de me rasseoir. Non, je pense qu'effectivement, c'est ça l'une des préoccupations primordiales d'un manager qui est en mission. Justement, j'aime beaucoup ce titre-là, manager en mission, parce qu'il se dit comment est-ce que je peux être utile à ces personnes. Je pense que, et je vais revenir à ça, c'est d'avoir cette vision-là d'abord. C'est-à-dire que c'est demander, j'imagine une équipe qui est performante. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette équipe soit performante? On va penser aux formations, on va penser aux séminaires, on va penser à ci, on va penser à ça. Mais être illogique, c'est aussi sortir du cadre et de se demander, puisque cette personne vient d'un cadre de vie particulier, comment est-ce que je peux faire? Peut-être avoir un emploi du temps qui permet à cette personne de pouvoir s'occuper de sa famille lorsqu'elle en a besoin. Si mon employé X ou bien je veux dire mon collaborateur X ou ma collaboratrice Y vient me dire, monsieur, demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Je voudrais pouvoir rentrer à 15 heures au lieu de 18 heures, que je sois capable de dire oui. Vraiment, ce temps-là, prends-le pour ta fille et va passer un bon moment avec ton enfant et ta famille. Donc, voilà, par exemple, une chose. Une autre chose qui peut être faite, et c'est une activité qui est très, très courante, c'est le team building. Et le team building, la consolidation des équipes de travail, l'un des thèmes qu'on peut aborder pendant ces sessions-là, c'est aussi des thèmes pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Okay? Parce que si j'en sais un peu plus sur Marie-Claire, pas parce que j'en ai dans sa vie privée, okay? Ce qu'elle veut garder pour elle, elle garde pour elle. Mais si j'en sais un peu plus sur elle, où est-ce qu'elle a grandi? Qu'est-ce qui est important pour elle? Ça me donne la possibilité de savoir que cette personne, si je veux vraiment l'aider, je sais qu'elle aime chanter. Par exemple, ça veut donc dire que si elle est dans une situation où il y a, si on peut par exemple en décembre, on fait des échanges de cadeaux. Okay. Je sais que Marie-Claire, ce qui va l'intéresser, c'est quelque chose par rapport à la musique, par rapport à la chanson. Je lui donne ça, ça la met en confiance. Ça fait qu'elle a envie d'être dans cette équipe-là. Okay? Alors, quelqu'un a mis aussi dans le chat les indicateurs. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va, je n'ai pas d'idée précise tout de suite en termes d'indicateurs, mais je pense que quand on a cette vision, quand on veut être un manager qui participe au bien-être de son employé ou bien de son collaborateur, on a aussi une attitude différente. Et cette attitude, c'est quoi? C'est de se dire, par exemple,
lorsque je suis avec mon employé, ce n'est pas toujours par rapport au travail qu'on peut discuter. Lui demander, par exemple, comment ça va? Comment ça va à la maison? Comment est-ce que je peux t'aider? Et comment est-ce que je peux t'aider peut être une question qui donne la possibilité au collaborateur de dire, vraiment, monsieur ou vraiment, madame, écoutez, j'ai mon enfant qui va entrer au collège bientôt et puis je suis un peu préoccupé. Je ne suis pas financièrement prêt. Est-ce que vous pouvez plaider pour moi pour que j'obtienne un prêt auprès de l'entreprise, des entreprises qui font ça, pour que je puisse financer les études de mes enfants? Donc, avoir ce genre de conversation permet que le collaborateur se sente vraiment pris en compte, qu'il se sente vu, qu'il se sente valorisé. Okay? Donc, voilà les petites idées qui me viennent à l'esprit pendant qu'on parle et voilà. Merci beaucoup. Et pendant que tu parlais, je me disais, oui, mais ça entraîne aussi en fait de prêcher par l'exemple. Parce qu'en fait, si on veut que nos collaborateurs rentrent chez eux à 17 heures, si c'est l'heure de la fin, nous n'allons pas rester jusqu'à 20 heures. Si nous voulons qu'ils rentrent chez eux, il faut que nous nous levions de nos chaises et que nous rentrons chez nous à l'heure où le travail est censé finir, ou que nous leur demandions de rentrer. Souvent, les collaborateurs restent au travail tard parce que leur chef reste au travail tard. Parfois, ils n'ont plus rien à faire, mais ils sont là juste parce que vous êtes là. Donc, peut-être que ce serait aussi de prêcher par l'exemple, de dire, OK, à 17 heures, je rentre chez moi, juste pour qu'ils puissent rentrer chez eux aussi et qu'ils ne restent pas là juste pour rester. C'est un très bon point, Marie-Claire. C'est un très bon point parce que justement, on a cette révérence qu'on éprouve par rapport à son manager ou bien à son supérieur hiérarchique et on se dit, ah, si je parle là maintenant, alors que lui, il est encore là, je suis foutu. J'ai eu des managers ici qui, à l'heure de rentrer, ils se lèvent, ils viennent nous dire, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de rester ici. Et une chose qui est importante aussi de savoir, c'est qu'il y aura toujours du travail. Même si on travaille 24 heures sur 24, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours un dossier à traiter, il y aura toujours. Donc, je pense que le point que tu as relevé, Marie-Claire, est un très, très bon point. Et en tant que manager en mission, il faut justement être capable de donner cet exemple-là. Merci. Estelle, tu peux prendre la parole. Merci. Je voulais partager quelque chose qui m'avait marqué. Au début de ma carrière, j'étais avec mon chef, on va dire ma hiérarchie. Chaque fois, c'est quand on a la fin de l'heure qu'il est réellement concentré en train de travailler. Mais ce qui est intéressant, souvent, puisque l'heure était fixée, donc on va dire même l'organisation ne permettait pas qu'on reste au-delà des heures à cause des lumières pour utiliser les choses. Donc lui, quand même, il était tout le temps concentré, mais moi, je descendais. Une fois, je suis arrivée au bureau un peu vers la fin de l'heure. Je lui ai posé la question, mais monsieur, et bon, je l'appelais, comment on appelle, Cordo. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est quand on est à la fin de l'heure que vous êtes vraiment concentré. Moi, j'aimerais comprendre. Il me dit, oui, c'est vrai, tu ne peux pas comprendre parce que... Et j'ai compris qu'il était marié, il est polygame. Et donc, quand il vient au travail, depuis les histoires de la maison, il vient au travail. C'est comme s'il réglait d'abord les problèmes de la maison, problèmes de sa vie privée, avant de... Allô, vous m'attendez? Oui, on t'écoute bien. OK, avant de vraiment entamer le travail. Et donc, puisque c'était mon chef, mais il y avait l'interaction, c'était vraiment très intéressant. Donc, moi, je lui ai dit, ah, mais si c'est comme ça, ben, peut-être que les week-ends, vous pouvez prendre ce temps-là pour réellement, parce que c'est comme si tu le vois vraiment très épuisé et très en train de réfléchir. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, bon, attends, si moi, puisque j'avais déjà une vision, bon, comment on va dire, et si je dois évoluer dans ce milieu-là, qu'est-ce que je dois faire? En fait, ça m'a fait revenir, ça m'a fait poser des questions. Donc, ça revient un peu à, voilà pourquoi je parlais de discipline et puis de tout ça là. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager parce que ça me faisait réfléchir sans fois. C'est quand on devait partir à la maison que vraiment, il voulait vraiment travailler. C'est comme si
Si c'était quelqu'un, peut-être que tu voulais vraiment suivre ton chef, tu étais aussi obligé de rester parce que le chef n'est pas encore parti. Bon, Dieu merci, comme c'était un peu, bon, on va dire dans l'humanitaire, souvent, bon, c'est pas qu'on dépasse les chefs, mais on a les heures de travail, on a ce qu'on a à faire. Et je lui ai dit une fois que, mais monsieur, on a toujours de quoi à faire. Si on doit toujours rester, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, si on doit toujours rester, on finira jamais, jamais on finira jamais le travail. Et comme je lui disais, comme c'était dans le travail des enfants, je lui disais, mais monsieur, il n'y a pas d'enfants qui sont en train de mourir, donc on peut partir. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Merci. Merci, Elsie. Merci. Je vais rebondir très rapidement pour dire que j'aime beaucoup l'exemple que tu as pris parce que j'ai vécu la même chose quand j'étais au Cameroun. Je travaillais pour une autre entreprise de Guinness et j'avais justement un manager qui fonctionnait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il arrive au travail le matin, peut-être à 8h, 8h30, mais il passe la journée à faire autre chose. Il est toujours dehors. Il est au téléphone ou bien il est ailleurs. Et c'est quand on s'apprête à rentrer le soir, donc c'est à partir de 17h que son vrai travail commence. Effectivement, il y a des gens comme ça qui sont préoccupés, ou bien, je ne sais pas s'il faut dire préoccupés, mais qui s'occupent d'autres choses au courant de la journée. Et c'est en fin de journée, lorsqu'il faut rentrer, qu'eux, ils commencent à travailler. Et ça ne donne pas le bon exemple, ce n'est pas un bon modèle, parce que ton collaborateur ne sait pas forcément ce que tu fais. Est-ce qu'il a, par exemple, eu le courage de demander à son supérieur pour comprendre? Mais tout le monde n'a pas ce courage-là. Et on a l'impression que ce que le manager a fait ou ce que le chef a fait au courant de la journée, c'est toujours par rapport au travail. Et lorsqu'il passe des heures supplémentaires au travail, on a envie de rester aussi parce qu'on a peur et on ne veut pas se sentir sanctionné. Donc, en termes de modèle, puisque Marie-Claire a posé la question, c'est aussi de pouvoir gérer son temps de manière que cette gestion de temps puisse être bénéfique non seulement pour nous, mais aussi avoir un bon reflet et servir à ceux qui nous regardent, ceux qui sont dans notre équipe. Parce que si on ne le fait pas, on envoie un mauvais message. Donc, si on est au travail, que l'on fasse ce qu'on a à faire et que ça n'ait pas de répercussions plus tard sur l'équipe et le résultat de l'équipe. Merci beaucoup, Patrick. D'autres questions, contributions? Alvin dit dans le chat, il faudrait aussi limiter le nombre de fois où le collègue rentre avec son ordinateur à la maison. Absolument. Je pense que c'est important. Joël a levé la Tu main. voulais développer? Non, pour moi, c'est Jodel. D'accord. Jodel? Oui, vous m'écoutez? Très bien, oui. D'accord. Moi, particulièrement, je suis peut-être dans un service de rapprochement. Il arrive qu'on rapproche des comptes tout à longueur de journée, c'est-à-dire des comptes correspondants et autres. Et il y a vraiment une volumétrie au niveau des opérations. Maintenant, si peut-être tu veux bien rentrer à 16h30, 17h, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup d'opérations que tu n'as pas rapprochées. Pourtant, tu as vraiment bossé tout au long de la journée, tu t'es pas assis à ne rien faire et tu te dis peut-être que tu vas peut-être garder pour la journée suivante. Et la journée suivante également, bien avec ces nouvelles opérations. Et c'est vrai qu'on va dire peut-être qu'on aura toujours à faire, mais est-ce que le fait, parfois on se dit, on veut retarder un peu pour avancer un peu et que le lendemain, on ne revienne pas trouver un autre volume très important. Comment donc réagir dans cette situation? Est-ce qu'on va rentrer disant que non, demain, il y aura encore un travail? Ou alors, est-ce que vu que ce sont des trucs sensibles, est-ce que ça serait qu'on demande de retarder un peu son départ pour que demain, le travail ne soit plus encore très volumineux, en fait? OK. Je voudrais poser une question de suivi à Jodel pour bien comprendre. Est-ce que le travail a traîné à votre niveau ou bien vous attendiez des informations, des compléments des autres services? Comment ça se passe un peu concrètement sur le terrain? OK. Bon, déjà, quand tu viens le matin, tu as par exemple déjà certains éléments avec des opérations que tu vas utiliser pour pouvoir effectuer le travail. Maintenant, quand tu fais le rapprochement maintenant, il peut arriver maintenant que tu dois avoir aussi des informations par rapport à d'autres services à laquelle on doit t'envoyer peut-être tel justificatif
pour que tu puisses revoir ton analyse et voir pour donner une synthèse au dossier que tu as analysé. Oui. Il peut aussi arriver que ça traîne à ce niveau-là, mais il peut également arriver que tu as tous les données à ton niveau, mais compte tenu peut-être de sous-effectifs peut-être à votre endroit, et tu as beaucoup à faire. Et si tu remets à demain, peut-être, si tu as peut-être 100 opérations par jour, quand tu es dans de ces volumétries, je parle pour parler, et demain tu fais peut-être 60, demain tu reviens de trouver peut-être 150, 200 supplémentaires qui s'ajoutent peut-être à ce que tu as laissé à la veille, qui viennent s'ajouter au travail un jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parfois, c'est la volumétrie, en fait, parfois le travail que tu as, qui fait parfois que tu retardes parfois ton départ, et un peu ça. Merci beaucoup, Jodel. Merci parce que justement, j'ai posé la question de suivi parce que deux choses me sont venues à l'esprit, mais je voulais en savoir un peu plus avant de répondre. C'est-à-dire, je voyais d'abord la communication parce que parfois les informations qu'on a à traiter proviennent d'autres services ou d'autres départements et ça peut ne pas être livré à temps, ce qui provoque des délais dans le traitement et les prolongations dans les heures au travail. J'ai pensé à ça, j'ai pensé aussi à l'effectif de travail. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes? Est-ce qu'il y a suffisamment, est-ce que l'organisation du travail est telle qu'on a suffisamment de membres pour gérer? Je sais, je dois reconnaître que c'est quand même un dilemme parce qu'on est dans un environnement où on veut aussi pouvoir sauver son travail ou alors maintenir son travail. Okay? Donc, et je sais que quand on est dans ce type d'environnement-là, parfois une personne fait le travail de trois. Parfois, une personne se retrouve en train de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est aussi, à mon avis, l'une des raisons principales pour lesquelles parfois on traîne un peu. Et ce n'est pas évident à résoudre. Ce n'est vraiment pas évident parce que on n'a pas toutes les cartes en main. On n'a pas le pouvoir de décider. Il faut que le chef d'entreprise décide, il faut que le manager décide, parfois c'est le comité exécutif qui doit décider et ainsi de suite. Donc, ça devient assez difficile. Et je pense cependant qu'il faut continuer à suivre cette vision-là. Il faut continuer à rechercher des voies et moyens pour y arriver. Okay? Par exemple, il y a dans les entreprises des opportunités de stage. Si on n'a pas la possibilité de recruter quelqu'un, on peut par exemple encourager son manager ou bien son supérieur ou son chef de département à recruter des stagiaires. Et il y a des écoles qui forment des jeunes personnes, des jeunes cadres qui vont occuper le genre de poste pour lequel on travaille ou bien qui vont faire le genre de travail qu'on est en train de faire. Donc, c'est une bonne opportunité pour ces personnes-là de se former. Donc, avoir cette option-là permet de se décharger un peu. Donc, voilà par exemple une stratégie qui peut être mise en place pour réduire un peu la charge de travail. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait cette possibilité ou pas, on aura toujours cette accumulation-là. Que l'on rentre à 23 heures ou que l'on rentre à 18 heures, ça fait partie du travail. Il y aura toujours cette situation à gérer. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Okay? Dans tous les 100 opérations qu'on a à gérer, qu'est-ce qui est priorité? Qu'est-ce qu'il faut commencer à gérer tout de suite? Et parfois, quand on veut tout prendre aussi à la fois, bon, je le dis avec des réserves parce que je ne maîtrise pas à 100% la situation de Jodel. Ça peut être un peu plus compliqué que ce que j'explique. Donc, il faut entrer un peu en détail pour bien comprendre et répondre précisément. Mais en vue aérienne, là, ce que je peux dire aussi, c'est que parfois, il faut commencer par ce qui est prioritaire, ce qui doit être fait maintenant. Mais ça peut être simpliste comme réponse, mais ça peut aussi être un début de réponse, justement. Jodel, c'est bon? Question de suivi, Jodel? Oui, c'est bon. Merci. Yaya, tu peux prendre la parole. Allô? Oui, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Patrick. Bonsoir, MC. C'est juste une contribution. Oui. Merci déjà pour l'exposé avec tous les conseils que vous avez donnés. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous étiez en train de parler du volume de travail. Effectivement, les managers doivent pouvoir évaluer le volume de travail et voir la répartition en fonction du personnel qu'ils ont. Parce que là, celui qui descend aux états-dives, certainement, il est en train de te faire un travail de au moins 3 ou 4 personnes. Bon, je dis souvent, il y a des formules qu'on dit souvent le 3 en 1. C'est-à-dire une personne est en train de faire trois tâches carrément qui nécessitent même l'intervention de 3 personnes. Et ça, indépendamment de sa volonté, il est tenu de rester tardivement. Maintenant, à côté de ça, l'idée de rester soi-même, c'est-à-dire rester authentique. C'est-à-dire quand le travailleur il prend des fonctions, il veut tellement impressionner, donc tout de suite, il s'inscrit dans une dynamique d'attirer une certaine faveur de la part de ses managers. Donc là, lui-même, il prend les tâches qui ne lui sont pas destinées. Donc finalement, il s'en va prendre des choses même qui n'étaient pas rattachées à sa fiche de poste. Et du coup, quand il se retrouve dans une situation où il est tenu responsable pour les tâches non achevées, telle tâche n'est pas rendue à temps, bon, c'est ce même-là qui commence maintenant à se plaindre, alors qu'initialement, il avait voulu certainement se faire une place, tout ça. Donc, et puis, l'autre côté, je pense qu'il y a certains travailleurs qui n'ont pas conscience de leurs compétences, ou bien du moins, il y a la peur qui les amène à penser que s'ils descendent vite, ils vont se faire peut-être renvoyer, ou bien bon, le manager ne va pas les apprécier, tout ça. Alors que l'efficacité ne se mesure pas seulement par rapport au temps passé pour faire une tâche, mais est-ce que l'objectif est atteint? Donc, je pense qu'il y a le volet de la mentalité que les uns et les autres doivent essayer de revoir. Je suis évalué sur quelle base? Sur le fait que j'ai duré au bureau ou bien sur le fait que j'ai accompli les tâches qui m'étaient confiées? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Donc, voici un peu quelques contributions que je voulais donner. Donc, quand vous prenez un poste, il faut pouvoir être ce que vous êtes. C'est-à-dire, si vous savez qu'à 17h, vous devez descendre, mieux vaut peut-être à 17h10, 17h15, déjà vous êtes descendu et puis bon, vous allez à la maison. Mais ça vaut la peine de commencer ce que vous ne pouvez pas terminer. Voilà. Souvent, il y a des gens qui n'ont rien à faire et ils sont devant l'ordinateur parce que bon, le boss est là. Si on laisse pour partir, demain, il va nous regarder mal. Alors que le même travail pour lequel il est resté tardivement, là, demain, il vient trouver le même travail. Il n'y a pas eu d'avancement en fait parce que là, il est fatigué et puis bon, il n'est plus productif en fait. Donc, voici un peu la contribution que je voulais apporter. Oui, et justement, merci beaucoup. Tu m'as carrément arraché le mot de la bouche parce que j'allais justement dire qu'à un certain moment, on n'est plus productif du tout. Ce qu'on fait, c'est juste, on perd le temps. On perd le temps. Or, quand on a eu une bonne nuit de sommeil et on s'est bien reposé, on se rend compte qu'en 1 heure, on peut faire ce qu'on aurait pu faire en 3 heures, simplement parce qu'on est bien reposé et l'esprit est calme, le cerveau tourne 100 à l'heure et ainsi de suite. Donc, Yaya, c'est une très, très bonne contribution. Et quand tu dis descendre, j'imagine que tu travailles dans un immeuble et que ton bureau est quelque part vers le haut. Descendre, je crois que c'est parce qu'on parle souvent de l'heure de la descente. Moi, j'ai vu ça autrement. OK, merci. Merci beaucoup, Yaya. C'est très instructif. Merci. Caro, tu peux prendre la parole. Allez. OK. Merci, Marie. J'espère que vous m'entendez bien. Super bien, oui. D'accord. OK, moi, je voulais apporter un additif pour contribuer un peu à la question de Jodel, vu son travail qui est certainement énorme. Donc, moi, comme solution que je propose, parce que vu ce qu'on a appris durant ce sommet, aujourd'hui, nos managers, surtout en Afrique, ils ne sont pas forcément formés dès le début au management. C'est par l'expérience technique qu'ils arrivent souvent au poste de manager. Donc, eux-mêmes, souvent, ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc, moi, comme solution pour Jodel, c'est qu'il faut, avec son manager, évaluer les tâches pour une seule personne.
On dit par exemple, pour une journée, il faut clôturer peut-être, on va dire, faire la réconciliation de 10 comptes. Si avec le manager, on est d'accord sur ce qu'une personne peut faire par jour, chaque fin de journée, quand il finit son travail, s'il a fait 10 ou bien 11, il fait un tableau, il envoie son manager pour dire aujourd'hui, j'ai fait 11 objectifs atteints, mais il nous reste encore 50 à clôturer. Pour que derrière, le manager puisse savoir tout le temps que le problème avec Jodel, ce n'est pas qu'il n'est pas compétent ou bien il n'est pas efficace, mais on a un problème de ressources réelles qu'il faut adresser le plus rapidement possible. Sinon, si on ne dit rien aussi derrière, il va se dire, les managers aiment bien ça, tu es là jusqu'à minuit, tant que le travail est fait, lui, bon, derrière, il s'en tape, quoi. Donc, à un moment donné aussi, il faut le coincer aussi avec des tableaux de bord précis pour qu'il prenne conscience de certaines choses. C'était un peu ma contribution. Merci. Merci, Carlos. Merci. Très intéressant. Oui, parce que dans ce genre de travail, on sait à peu près en fait combien de temps ça prend pour réconcilier un compte et donc combien de comptes on peut réconcilier au cours d'une journée. À la fin, si on se rend compte que une personne réconcilie 30 comptes en une journée, alors que en 8 heures de temps, normalement, une personne devrait en faire 20. Ça veut dire que ça pose le problème des ressources. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux? Les gens restent trop tard au travail, donc il faudrait penser à recruter de la ressource supplémentaire pour permettre aux gens de travailler efficacement et d'avoir une vie après le travail. Merci beaucoup, Carole. Jovial. Merci MC, merci Patrick pour cette belle présentation. Merci. Moi, je pars d'un... Jovial, tu es là? Un petit souci de connexion peut-être. Jovial? On l'a perdu un instant, je crois qu'il va revenir. Il va revenir, oui. D'ailleurs, si vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allô? Oui, yeah. Voilà. Désolé de prendre la parole encore. Je voulais juste enfin, comment on appelle ça, partager quelque chose avec vous en tant qu'expérience. Alors, il m'est arrivé de prendre fonction dans une des entreprises de la place en tant que responsable achat. En fait, dans le contenu du poste, ce n'était pas responsable achat. En fait, c'était un poste de directeur. C'est-à-dire que les responsabilités affiliées au poste, les tâches à faire, les objectifs à atteindre et le volume même de travail était pratiquement un poste de directeur. Donc, quand j'ai été recruté, j'ai fait l'évaluation des responsabilités qui m'étaient confiées, ce qu'on attendait de moi, qu'est-ce que ça impliquait comme énergie et puis main-d'œuvre, tout ça. Donc, là, j'ai demandé à rencontrer mon manager et je lui ai fait part du fait que le volume, il était considérable et dont on aura besoin éventuellement d'un stagiaire, le minimum, au moins un stagiaire. Ça, je lui ai fait ce point. Donc, à lui maintenant de me répondre en disant, non, bon, pour le moment, le budget est déjà fixé, on ne pourra pas te trouver un stagiaire. Bon, arrange-toi comme tu peux et puis bon, il faut atteindre les objectifs. Donc, en ce moment, au niveau des achats, par exemple, il y a plusieurs niveaux d'achat. Je veux dire, en termes d'organisation, en termes de structuration interne. Donc, tel que je voulais organiser les choses, si je m'hasardais à les faire comme ça, étant seul, c'est sûr que j'allais me noyer. Donc, il fallait maintenant trouver des méthodologies de simplification, c'est-à-dire je devais me simplifier la tâche, mais tout en veillant à ce que le travail soit bien fait, mais je devais simplifier pour que le temps à réaliser peut-être un bon de commande ou même des archivages de documents, le suivi des livraisons et autres, puisse me permettre de ne pas, comment on appelle ça, de ne pas faire échapper des documents sur les stocks et autres.
Donc, à un moment donné, c'est juste pour dire qu'on doit pouvoir avoir le courage, quand c'est nécessaire, de faire savoir à notre manager que la tâche qui nous est confiée la nécessite, qu'on ait quelqu'un à nos côtés pour pouvoir nous aider. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, je pense qu'il y a la peur qui est là, parce que le monsieur, il n'est pas forcément sachant. Et même quand il connaît, il y a certains domaines pour lesquels, s'ils ont fait appel à quelqu'un de spécialité, c'est parce qu'on s'est dit que vous pouvez leur apporter, comment on appelle ça, quelque chose. Vous connaissez votre travail. Donc, si vous venez, vous avez besoin de quelqu'un que vous ne faites pas savoir. Lui, ce n'est pas un génie pour déterminer, ah, M. Bakayoko a besoin de quelqu'un pour travailler avec lui. Bien au contraire, même s'il pouvait prendre quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, qui peut faire le travail, lui, il s'engage. Donc, c'est à vous de faire savoir, monsieur, voici, bon, voici ce que ça implique, avec des données fiables en tant que des scientifiques, des données qui viennent appuyer ce que vous dites. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Même quand le manager n'est pas en train de comprendre, on peut simplifier le travail. On peut faire des recherches. Aujourd'hui, au lieu de faire des choses manuellement, il y a des logiciels qui nous permettent d'aller rapidement, par exemple. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui nous permettent de pouvoir être efficaces. Bon, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. C'est très intéressant, merci. Marie-Claire, avec ta permission, je sais qu'on va bientôt arrêter, n'est-ce pas, dans 5 minutes, c'est ça? Oui, je voudrais poser une question, s'il vous plaît, dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes mariées ou en couple parmi nous? Je voudrais faire une proposition, mais je voulais d'abord me rassurer que ça va intéresser les uns ou les autres. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés parmi nous? Oui, Carlos? Oui. Jodel? Oui. Oui, Yaya. Yaya, Alvin. D'accord. Je le dis simplement parce que je voudrais, avec la permission de Marie-Claire, je fais une autre présentation vendredi prochain en cours. C'est bien, Célou. Félicitations, Célou. Bravo. Alors, je fais une autre présentation vendredi prochain. C'est une présentation que j'ai adressée, mais que je vais adresser aux personnes en couple ou mariées. Je mets le lien d'inscription dans le chat. Je l'appelle Love Class parce que je pense que très souvent, on entre en couple et parce qu'on n'a pas certaines informations, on finit par se retrouver dans une situation où on est comme des personnes incompatibles. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de incompatible à irrésistible? C'est donc de ça que je voudrais parler vendredi prochain. Donc, pour ces personnes mariées, je voudrais vous inviter vivement à vous inscrire, avec la permission de Marie-Claire, à vous inscrire. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Je me demandais, est-ce que j'ai même eu besoin de faire ça? Absolument. Donc, je vous y attends. Si les gens peuvent aller plus loin, c'est toujours une bonne chose. Absolument. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez copier le lien et vous inscrire quand on aura terminé, et ainsi de suite. Donc, je vous attends vendredi prochain. Merci encore. Et Marie-Claire, je ne sais pas, ce que tu as fait est grandiose. J'ai peut-être l'honneur d'être parmi les derniers à passer et à dire quelque chose, mais ça m'a donné la possibilité de voir tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui. C'est simplement exceptionnel et c'est tout à fait extraordinaire. Je voudrais souhaiter que les années prochaines, que ça continue et qu'on puisse avoir d'autres éditions. Et je voudrais aussi célébrer les contributions des uns et des autres. Okay? Donc, on apprend tous. Okay? Donc, c'est beaucoup plus un partage qu'on fait. Ce n'est pas un enseignement ou bien quelque chose comme ça. On apprend aussi. J'ai beaucoup appris, par exemple, de Yaya qui vient de parler. J'ai appris de Célou, de Jovial, les questions, les contributions, les partages. C'est super, super important. Merci. Et ça me permet de comprendre que Marie-Claire a bien fait de penser à manager en mission. Parce que si vous êtes déjà ici et vous pensez comme ça, si vous êtes déjà ici et vous voyez les choses comme ça, ça veut dire que vos équipes vont en profiter. Et si les équipes en profitent, c'est les entreprises qui vont en profiter. Et si jamais vous décidez de créer votre propre entreprise, vous aurez déjà les outils, la vision, la façon de penser, le mindset qu'il faut pour être productif. Donc, merci encore d'avoir écouté.
d'avoir écouté nos balbutiements. Merci d'avoir été là et je souhaite vous retrouver vendredi prochain. Merci encore, Marie-Claire, et merci à tous. Merci beaucoup, Patrick. Vendredi prochain, pour ceux qui sont en couple ou qui aimeraient être en couple et qui s'intéressent à ce qui se passe dans les love classes, vous pouvez également vous y rendre. En tout cas, si j'ai du temps à ce moment-là, parce que je serai retournée au Burkina, j'y ferai un tour. Merci bien. Merci encore. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir répondu présent à cette invitation et d'être venu partager avec nous et passer avec nous, en fait, ce moment convivial, parce que je me suis dit, aujourd'hui, c'est une journée, en fait, de vie de manager. Ce n'est pas une journée de compétences en tant que telle, c'est surtout une journée de vie de manager. Donc, c'est simple, c'est des partages d'expériences et pour nous permettre, en fait, d'améliorer notre quotidien de vie de manager dans nos entreprises, mais aussi à la maison. Donc, nous nous retrouvons dans 30 minutes pour clôturer justement notre sommet